Dans cette vidéo, on va faire une analyse comparative, donc posez-vous. On va analyser les perspectives de l'Empire américain à court et à moyen terme. Nous allons également mettre la situation américaine en parallèle avec ses principaux rivaux, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Dans cette partie, on va principalement aborder le volet démographique pour expliquer le déclin de l'Occident et particulièrement des États-Unis. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. C'est important de préciser qu'absolument rien n'indique que la Russie ou la Chine soient capables de vaincre l'Empire américain individuellement. J'ai beau apprécier le fait que la Russie et la Chine soient les principaux leaders du monde multipolaire, mais je suis conscient et donc suffisamment honnête pour dire que si ces deux pays sont divisés comme l'a toujours souhaité Brzezinski, ils ne feront pas le poids face aux États-Unis et face à son bras armé qu'est l'OTAN. Ces deux nations présentent des atouts différents dans leur lutte historique contre l'hégémonie des États-Unis, mais également des désavantages majeurs en tant qu'acteurs isolés. Voilà, si on les isole, ils ne vont pas s'en sortir. Cela nous fait comprendre qu'un avenir sans la fameuse et tristement célèbre paix américaine pourrait plutôt ressembler à la période avant la Deuxième Guerre mondiale, avec des sphères d'influence naturelles délimitées, plutôt qu'à une tentative de Washington de dominer le monde. Si les ennemis naturels de l'Occident se coordonnent et s'unissent, comme le suggère le partenariat sans limite de la Chine et de la Russie, ou les impacts pluriannuels de ces deux puissances avec l'Iran, l'ordre mondial dirigé par Washington pourrait tomber bien plus tôt que prévu. La Russie et la Chine restent derrière les États-Unis sur un large éventail de domaines, de paramètres, mais ce qu'on ne peut pas nier non plus, c'est qu'ils commencent à rattraper leur retard alors que les États-Unis, eux, sont largement sur le point critique, sont en train de se fracturer. En 2021, Xi Jinping a fait valoir ce point de vue dans son discours en affirmant que l'époque et le momentum étaient du côté de la Chine. De manière générale, la qualité de vie des citoyens russes et chinois s'améliore objectivement, tandis que les conditions de vie aux États-Unis se détériorent à vue d'œil. Cette disparité seule peut déjà influencer le moral national lors d'une compétition majeure pour le pouvoir. L'un des premiers symptômes du déclin d'une nation est une dégradation de la santé sociale et humaine. C'est souvent de petits changements dans les informations sur la santé et le bonheur des gens qui peuvent indiquer des problèmes beaucoup plus vastes et plus répandus dans une société. C'est un peu comme quand on voit la pointe de l'iceberg, mais qui en dessous est beaucoup plus vaste qu'à la surface. Donc ça recèle en fait des subtilités qui ne se voient pas de prime abord, mais qui, je vous assure, sont profondément ancrées. À l'époque de la stagnation brejnevienne de l'URSS, au milieu de la fin des années 1970, les démographes ont commencé à se questionner sur la santé de l'Empire lorsqu'ils ont constaté une augmentation du taux de mortalité infantile dans la nation. Bien que cette hausse ait été modeste, seulement de quelques points de pourcentage, elle a rompu avec la décennie de progrès rapide dans la suivi de nourrissons soviétiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces études ont été une grande source de confusion pour les analystes à l'époque parce que l'Union soviétique bénéficiait d'une relative prospérité financière grâce à un essor mondial des exportations de pétrole déclenché par l'embargo pétrolier de la Ligue arabe en 1973. Sous Léonid Brejnev, au pouvoir de 1964 à 1982, l'URSS avait planifié son économie pour rivaliser militairement avec les États-Unis, notamment dans le domaine des armes nucléaires, et était puissante sur le plan industriel, égalant voire même surpassant ses concurrents mondiaux dans les secteurs clés tels que l'aérospatial. Mais pourtant, malgré le succès superficiel du système, l'atout le plus important de l'URSS, qui est son peuple, a commencé à montrer des signes de décomposition et de misère. Aujourd'hui, aux États-Unis, nous observons la même tendance, exactement la même chose. Dans le contexte de l'Union soviétique, les minorités d'Asie centrale au sein de cet espace multiethnique avaient bénéficié de privilèges économiques, sociaux et juridiques spéciaux. Les bolcheviks de l'Union soviétique avaient instauré une politique de discrimination raciale officielle à l'encontre de leurs propres citoyens minoritairement issus de groupes ethniques. La conséquence de ça, c'est que la population des minorités asiatiques a connu une croissance beaucoup plus rapide que les populations slaves moins fécondes dans les années 1960 et 1970. En 1979, la proportion des Russes ethniques dans la population soviétique était déjà retombée à 52%. Le multiculturalisme ou le multiracialisme est fortement corrélé avec la désorientation et la méfiance. Comme l'URSS, dans sa période de ralentissement, la composition raciale en Amérique a radicalement changé au cours de ces 50 dernières années. Les Blancs représentent maintenant moins de 58% de la population.
En plus des problèmes nationaux causés par l'aliénation raciale et culturelle, les changements démographiques engendrent des transformations à l'échelle de toute la société. Naturellement, les nations commencent à refléter le caractère des pays d'origine, des nouveaux arrivants qui les peuplent. Dans le contexte de l'Amérique, cela se traduit par un déclin par rapport aux marges de son empire, comme l'Europe occidentale dans les domaines critiques, dans les domaines clés. Et en même temps, ils ne sont absolument pas à plaindre. Ils sont arrivés dans un territoire qui n'était pas à eux. Ils ont massacré les populations autochtones jusqu'à prendre leur place et se dire, eux, les véritables Américains, des imposteurs. Puis ils ont fait venir des populations d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud pour les forcer à travailler pour leur confort, pour éviter que ces peuples ne s'émancipent. Ils ont enchaîné des divisions, des systèmes racistes, des systèmes de ségrégation et j'en passe. Après, ils s'étonnent qu'à un moment donné, les choses craquent. D'ailleurs, c'est la même chose en Europe. Oui, le grand remplacement, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'ils ont autant peur d'y faire face. C'est parce que c'est ce que eux, ils ont fait. Ça va arriver. Personne n'a plus peur d'être volé qu'un voleur. Il suffit de regarder comment est-ce que les mafieux se comportent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est toujours en train de parler de loyauté, de respect, plus qu'un mafieux. Alors que ce sont les gars qui sont les moins loyaux, qui manquent le plus de respect aux gens et qui sont les plus grands voleurs. Mais eux, quand tu les voles, non, c'est comme si c'était la fin du monde. Pourquoi tu m'as fait ça? Fang vos mains. Ce qui arrive aux États-Unis aujourd'hui au sujet des différentes cultures est un autre point commun avec l'URSS dans les années 1970. Dans cette réalité, la partie soviétique elle-même était marquée par des dysfonctionnements tandis que le niveau de vie dépassait celui des protectorats ethniquement ou racialement homogènes du pacte de Varsovie tels que la Hongrie ou encore l'Allemagne de l'Est. C'est possible que les pays qui ne sont ni blancs ni asiatiques réussissent, mais cela nécessite un type de gouvernement moins démocratique. Ça nécessite aussi une forte unité culturelle et ethnique ainsi qu'une discipline stricte qui semble être totalement absente dans les pays comme les États-Unis ou le Brésil où vivent beaucoup de gens de différentes races. Je le dis et je l'ai toujours dit, la démocratie ne marche pas et n'a jamais fonctionné, encore moins dans nos pays d'origine. Comme on pouvait s'y attendre, ce n'est pas un hasard si les États-Unis sont confrontés à une baisse drastique du niveau de vie et à une dégradation sociale, y compris parmi la majorité blanche, autrefois prospère, parce que le système était complètement fait pour eux, ce qui place donc les États-Unis dans une position très désavantageuse par rapport à leurs concurrents géopolitiques. En 2022, le Centre de contrôle et de prévention des maladies a indiqué une augmentation de 3% de la mortalité infantile aux États-Unis, atteignant 5,60 décès pour 1000 naissances vivantes contre 5,44 l'année précédente. Ça veut dire que c'est en croissance. En 2023, aucune mesure n'a été prise pour remédier à ce problème et le même chiffre a été signalé. Comparativement, la mortalité infantile en Russie est maintenant plus faible. En 2023, il y a eu 4,8 décès pour 1000 naissances vivantes, soit une baisse de 3,8% par rapport à 2022. C'est un exploit remarquable du gouvernement de Vladimir Poutine. Dites-vous qu'en 2003, dans les débuts du règne de Poutine, la Russie connaissait un taux alarmant de 16,1% de décès sur 1000 naissances vivantes, alors que les États-Unis avaient un taux de morbidité infantile de 6,8% à l'époque. Sur le front chinois, leur population massive est à la traîne par rapport aux États-Unis avec 8,4 nourrissons mourant sur 1000 naissances. La Chine a vu cette statistique chuter régulièrement de 3% chaque année, alors que les États-Unis souffrent à l'inverse d'une augmentation, ce qui suggère que, comme la Russie, on peut prévoir qu'ils surmonteront cet obstacle. Une grande partie de cette augmentation de la mortalité infantile est liée à l'augmentation de la population minoritaire américaine. Je vais dire population dite minoritaire, c'est tous ceux qui ne sont pas blancs en fait. Particulièrement, les Noirs et les Amérindiens ont un taux de mortalité infantile élevé à raison des négligences et des brimades faites par le système américain. D'autant plus que c'est dans les quartiers noirs et les quartiers amérindiens qu'on laisse passer le plus de substances illégales, qu'on laisse passer le plus d'alcoolisme, de violence de toute forme, mais vous voyez de quel type de violence particulièrement je veux parler, mais les violences de toute forme, ainsi que la surcharge ou encore la mauvaise administration des services de santé. J'ai dit c'est catastrophique. Quand vous écoutez les Noirs se plaindre de comment on les traite dans le monde de la santé, c'est hyper triste. Donc cette mortalité infantile chez les Nord-Américains et les Amérindiens s'est expliquée, mais en même temps, le taux de mortalité augmente aussi également pour les mères blanches, ce qui suggère que ces symptômes de détérioration nuisent également à la communauté blanche américaine. Ce déclin des mesures fondamentales de la durée de vie s'inscrit dans une tendance plus grande. De 2019 à 2023, l'espérance de vie aux États-Unis passe de 79 ans à 76 ans. Ce chiffre est plus important dans les pays dits développés. L'espérance de vie actuelle en Allemagne est de 82 ans. Celle au Royaume-Uni, c'est aussi de 82 ans et celle en France, c'est de 83 ans, etc.
Après une modeste augmentation de 2022 à 2023, l'espérance de vie chinoise dépasse désormais celle américaine. À 77 ans, une première historique pour la Chine. La Russie a encore connu une augmentation de l'espérance de vie de 2022 à 2023 de 72 à 73 ans. En 2003, l'espérance de vie aux États-Unis était de 77 ans, celle de la Chine de 73 ans et celle de la Russie de 65 ans. En comparant les données de la stagnation en Union soviétique de l'époque, qui, je le rappelle, est la période qui a marqué la chute de l'Union soviétique, on constate une similitude frappante avec la situation actuelle aux États-Unis. Quand ils ont remarqué la baisse croissante de l'espérance de vie, ils ont sonné l'alarme à l'époque dans l'Union soviétique. La diminution de l'espérance de vie et l'augmentation de la mortalité infantile aux États-Unis, comme dans le cas de l'Union soviétique à l'époque, sont alimentées par une explosion de la toxicomanie, de l'obésité et de l'auto-élimination. Vous voyez ce que je vais dire en disant auto-élimination, des échecs institutionnels et d'autres mesures informelles. En 2003, il y a eu 112 000 décès par overdose, principalement des jeunes. En Chine, avec sa population de 1,4 milliard d'habitants, le taux de décès liés à des substances, vous voyez, est d'environ 49 000 par an. Dans le domaine de l'auto-élimination, les États-Unis ont maintenant dépassé tout le monde, et de loin. En 2021, l'Amérique a subi 14,04 décès pour 100 000 personnes. À titre de comparaison, en l'an 2000, les Russes se sont auto-éliminés à un rythme de 39 décès pour 100 000 habitants et en 2021, c'était 10,7 pour un même nombre d'habitants. Leur nouveau chiffre représente un énorme pas en avant dans la lutte contre cet acte. En Amérique, les gars font un pas en arrière étonnant. En 2000, les Américains étaient 40% moins susceptibles de faire ça avec un taux de 10,4% pour 100 000. Pour la Chine, le taux est passé de 10,8% à 5,25% entre 2010 et 2021. Dans le monde de la maladie mentale grave, les États-Unis, je sais que vous le savez, sont largement en train de dépasser tout le reste de la planète. En 2022, environ 5% des Américains souffraient de troubles mentaux graves tels que la psychose ou la schizophrénie, tandis qu'un citoyen américain sur 5 est traité médicalement pour des formes plus légères comme la dépression clinique. Je ne sais même pas si vous réalisez à quel point c'est énorme. C'est pour ça que les psychologues se font autant d'argent là-bas. Pour l'obésité, je pense que personne ne serait surpris d'apprendre que les Américains sont les gens les plus obèses du monde avec une comorbidité qui amplifie tous ces problèmes démographiques. Ce qui peut surprendre certains d'entre vous quand on retourne dans l'histoire, c'est que les citoyens de l'Union soviétique dans les années 1970 et 1980 étaient également exceptionnellement en surpoids. Les citoyens soviétiques ont commencé à prendre du poids à l'époque de Brejnev en raison de la plus grande disponibilité de la nourriture par rapport au passé. Pour lutter contre l'épidémie d'obésité, le gouvernement avait cherché des solutions technocratiques, ce qui a conduit à la recherche de nombreux régimes et traitements spéciaux popularisés aujourd'hui, comme par exemple le jeûne alternatif. Oui, ça vient de Russie. Contrairement à la propagande de la guerre froide qui expliquait que l'obésité c'est dû au capitalisme, les citoyens soviétiques étaient beaucoup plus gros que les Américains à l'époque. La condition préalable à toute tentative de gestion d'un empire mondial est naturellement le bien-être de son peuple et le bonheur de son peuple. Les Américains sont plus obèses, plus défoncés, plus aliénés, plus malades mentalement parlant et physiquement parlant, et beaucoup plus d'Américains meurent de causes évitables à des taux plus élevés que les citoyens des pays qui cherchent à renverser l'ordre mondial américain. Ce n'est qu'une question de temps avant que ces différences soient rendues irréfutables, visibles dans l'équilibre mondial des pouvoirs. Les économistes peuvent toujours pointer vers la croissance du PIB américain comme étant la preuve de la stabilité impériale. Cependant, les économistes libéraux, dont leurs économistes, ne prennent pas en compte une analyse du pouvoir dans leur perspective. Quand ils analysent, ils ne prennent pas un certain nombre de choses en considération. Les domaines militaires, technologiques, le domaine du soft power ou d'autres formes de compétition, la santé générale d'un peuple ainsi que la confiance en la capacité de leurs dirigeants à améliorer leur vie sont des facteurs cruciaux que ces économistes-là ne prennent pas en compte. Ces éléments font défaut dans l'Amérique de 2024 et depuis un certain nombre de temps. Tout comme les Russes se sont désenchantés du système soviétique, le peuple américain en particulier et la population américaine a cessé de miser sur l'Amérique et son gouvernement. Les gens n'y croient plus. Et vous allez voir que c'est une tendance globale en Occident actuellement. Les gens n'y croient plus. Et ça, ce phénomène-là marque le début de la fin qui est pour bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.
Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.